Ouais, aujourd'hui, on a 1,4 million d'abonnés. Mais YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche derrière Google. Un échec pour moi, c'est parce que j'ai abandonné le truc. Sur les réseaux, tu peux galérer pendant des années, mais si tu t'arrêtes pas, t'as jamais perdu. Un beau jour, il y a une femme du groupe M6 qui nous dit: c'est stylé ce que vous faites, vous êtes pas chaud à faire La France a un incroyable talent? Salut tout le monde, nouvel épisode dans lequel je reçois Paul. Bienvenue Paul, comment Merci ça à va? toi. Merci à toi de m'inviter sur ton podcast. C'est un honneur, c'est un plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, pour recontextualiser un petit peu directement, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Alors, je vais essayer d'être assez bref. Peut-être qu'on approfondira sur l'histoire après. Du coup, moi, c'est Paul Fromont. Aujourd'hui, expert YouTube après pas mal d'années, on va dire, à créer du contenu. Donc, on commence avec du contenu court, comme beaucoup de personnes, j'imagine, sur Insta. Je suis passé sur YouTube dans différentes niches, que ce soit la vape, ça peut paraître bizarre, mais ouais, c'est mon parcours. Ensuite, des vidéos sur l'horlogerie et plus récemment, donc, un petit premier pied de passer de créateur à entrepreneur avec un accompagnement pour des entrepreneurs justement à se lancer sur YouTube, à mettre au profit les années d'expérience que j'ai sur cette plateforme pour les entrepreneurs. Parce que je suis aussi passé par là à faire de la vente purement setting, etc. Contenu court, devoir toujours être dans le rush, poster tous les jours. Enfin bref, c'était chiant et je voyais qu'au final, les plus gros, ils faisaient la majorité de leur chiffre d'affaires juste en ayant une chaîne YouTube trop solide, très solide avec du super contenu. Et en fait, ils étaient en position de juste faire du tri sur les leads qui rentrent plutôt que devoir aller faire la chasse un petit peu dans la jungle d'Instagram, etc. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui, pourquoi j'en suis arrivé là, quoi. Incroyable. Ouais, je suis totalement d'accord déjà avec ce que tu dis. J'ai lancé moi il y a pas longtemps du coup le YouTube. Les mecs qui viennent en inbound de YouTube, ils sont concrets, ils veulent direct, ils savent exactement ce que tu fais, ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est trop bien, ça va 10 fois plus vite, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, trop bien. Pour revenir du coup sur les deux chaînes que t'as eues, moi j'avais que vu celle sur la vape justement. Je savais pas que t'avais fait sur l'horlogerie, incroyable. C'est un sujet de fou que j'aime beaucoup. Et j'avais vu que t'avais plus de 100 000 abonnés, je crois, sur une des chaînes en tout cas. Sur la chaîne de Vape, ouais, aujourd'hui, on a 1,4 million d'abonnés, un truc Ah comme oui, ça. Ouais. 1 million carrément. Donc plutôt cool. Si tu vois pas le trophée YouTube, il y en a qui se demandent pourquoi j'ai pas le trophée YouTube des 1 million. C'est tout simple. Je me suis fait démonétiser la chaîne à partir de Ok. 800 000. Et Ah donc, bah, si en vous même le temps, le savez pas, contenu. quand t'es plus monétisé, quand t'es plus partenaire YouTube, bah t'as pas le droit de recevoir le trophée. Donc voilà pourquoi. Mais ouais, aujourd'hui. Et même le RPM sur du contenu vape, à mon avis, tu devais te faire sauter la motivation à chaque fois, etc. Non? Ouais, c'est ça. Bah si, Ouais. ouais, je dois avoir des screens, des trucs comme ça. Si tu veux, je t'enverrai. Sur 800 millions de vues, j'ai touché 600 euros, tu vois. Donc. Ah ouais, c'est fou. Alors que sur un contenu qui est mieux vu aux yeux de YouTube, tu peux faire 10 euros par les 1000 vues sur certaines chaînes. Ouais, Mais bon. c'est ça. C'est ça. C'est le Ok, jeu bah, après. moi ça t'a forgé, ça t'a fait une grosse XP sur tout ça. Et la chaîne d'horlogerie, tu la continues actuellement aussi? Non, la chaîne d'horlogerie, alors j'aime bien dire qu'elle est en pause parce que j'aime bien me laisser le bénéfice du doute de la rouvrir parce que c'est vraiment une passion, c'est un sujet qui me passionnait. J'ai kiffé faire des vidéos, j'en ai fait pendant environ 1 an et demi. Et là, pour être honnête, je crois que ça doit faire 1 an que j'ai pas posté de vidéo. J'ai fait le fameux truc que tous les youtubeurs font. J'avais pas posté pendant 6 mois. Enfin, au début, je me suis dit, vas-y, vacances d'été, ça fait plus d'1 an que je poste. Je me permets une petite pause. J'ai fait une pause. Je suis pas revenu pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai eu envie de refaire une vidéo. J'avais acheté une nouvelle montre en cadeau à mon frère, bref, qui était magnifique. Et j'avais envie de faire une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai dit, bon, ok, retour. Je vais faire une vidéo par mois. Et j'ai plus jamais reposté le fameux retour qui tient pas au final. Mais ouais, je me laisse l'opportunité de relancer cette chaîne parce que c'était vraiment, vraiment un kiff. Et ça m'a permis, justement, tu vois, de faire ce parallèle entre chaîne hyper virale. Donc la chaîne de Vape, c'est une chaîne hyper virale, tu vois, 800 millions de vues, c'est n'importe quoi. C'est principalement d'ailleurs du contenu court. On pourra en parler si tu veux un petit peu des shorts, etc. Comment incorporer des shorts dans une stratégie. Mais ça m'a permis, ouais, du coup, de faire le parallèle entre, ok, chaîne qui vise vraiment la viralité et chaîne qui va viser une audience très qualifiée sur quelque chose de très niché, euh, avec du contenu long qui performe et pas qui repose pas du tout sur les shorts. Donc franchement, c'était très cool. Et en regardant en arrière, ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer. Déjà, quand je me suis lancé dans les vidéos de vape, j'aurais jamais imaginé que ça allait changer ma vie à ce point. Pareil, quand j'ai lancé les vidéos d'horlogerie, en fait, c'était juste parce que j'étais en cours, j'étais encore en études et j'avais envie
de nouvelles choses. Tu vois, je commençais à m'ennuyer dans la vape. Ça peut paraître très prétentieux, etc. Mais je suis un peu arrivé au top de ce que je pouvais faire en termes de notoriété dans la vape. Même en termes de visuel, de concept, etc. Vrai, je m'ennuyais un petit peu, donc je me suis posé, hein, tout simplement, pour ceux qui n'ont même pas de chaîne YouTube, qui nous écoutent ou aucun réseau et qui aimeraient se lancer sur, sur les réseaux, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris une feuille de papier, tu vois, j'ai toujours un petit carnet. J'ai pris une feuille de papier, je me suis dit, ok, c'est quoi mes passions en ce moment, qu'est-ce que je kiffe faire? Et, euh, et l'horlogerie est ressortie, je me suis dit, vas-y, let's go, pourquoi j'ai pas pensé avant? Viens, je fais des vidéos là-dessus, tu vois. J'ai toujours fait des vidéos sur des choses qui me passionnaient. Incroyable. Et donc, c'était ça tes premières expériences entrepreneuriales ou t'avais fait d'autres trucs qui avaient peut-être rien à voir avec les réseaux avant ou... Parce que t'étais quand même assez jeune quand t'as lancé ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, j'ai 23 ans. La vape, faut pas le dire parce que c'est interdit au moins de 18 ans, mais j'ai commencé euh, à poster des vidéos sur la vape. Je devais avoir 17 ans, un truc comme ça, c'est Ok. 17 ans. Donc, Ouais. donc ouais, et en autre expérience. Alors je sais pas déjà si tu peux dire autre parce qu'il y en a qui seront pas d'accord avec le fait qu'un créateur de contenu un petit peu, bon, j'aime pas le terme influenceur, mais c'est un peu ce que j'étais. Parce que je suis toujours d'ailleurs sur une partie, quoi. Il y en a qui vont dire que c'est pas de l'entrepreneuriat. Ok, peut-être. Certes. Si tu parles d'autres choses à côté, ouais, j'ai eu des flops à côté. J'ai eu des flops à côté. Je pense qu'on est tous passés par là. Donc, premier pied. Alors, je faisais déjà du contenu. J'avais déjà la vape, je crois. Il me semble si je recontextualise. Ouais, ouais, ouais. J'ai la formation du Yomi, hein. La formation du Yomi, le fameux Yomi Denzel, c'est l'une des premières formations que j'ai achetées, puisque la première, c'était une formation des copywriters, un truc comme ça. Ok. Donc, j'ai testé ça. J'ai testé donc le drop. Euh, je pense que ça aurait pu marcher, tu vois. J'ai pas poussé le truc. Je sais pas, j'avais encore certainement trop de blocage. J'avais fait le site, trouvé le produit, commandé le produit, j'avais fait plein de choses comme ça. Mais au final, le site, je l'ai pas lancé. Donc, Dieu seul sait où j'en serais aujourd'hui. Peut-être que c'était un flop, peut-être que pas. Ensuite, bah, il y a eu une phase où tu sais, tu vois des traders, tu dis vas-y, je vais essayer de trader. J'ai perdu 2000 balles. Donc le trading, Euh, ça a pas marché non plus. Ensuite, ben, un échec dont je peux parler avec la chaîne de montres. Donc déjà, un échec pour moi, c'est parce que j'ai abandonné le truc. Si j'avais continué, évidemment, je suis sûr que ça aurait bien marché. Mais c'est vrai que je l'ai plus derrière moi, je l'avais dans mon cœur. J'avais lancé une marque de boîtes de montres, de pochettes de montres, etc. ok. Donc c'était un petit peu le moyen de monétiser ce truc, donc en e-commerce. Donc au début, tu vois, je récupérais les mails en offrant un lead magnet gratuit dans toutes les premières vidéos. Dès la première vidéo, j'avais pensé à ça. Et ensuite, j'ai lancé le produit. Donc tu trouves ton fournisseur, tu le fais brander un petit peu en marque blanche. Donc j'avais foutu le logo Orlo Co dessus. Et le site, les photos, les trucs, j'ai lancé. Je me rappelle, j'étais avec mon père. Mon père dormait chez moi là, dans mon appart parce qu'il était en formation. Et je m'attendais à lancer le site et à faire, je sais pas, 1000 balles de chiffre d'affaires. Tu vois, des ventes, Ok. c'est à peu près 100 euros la boîte. Ben, flop. La première commande, c'était le lendemain. En tout, ouais, j'ai fait une dizaine de commandes. Je me suis dit, ah, vas-y, il faut que je lance un nouveau produit, peut-être un petit peu moins cher. J'ai lancé des pochettes petit peu moins cher. Ça n'a pas 100% marché non plus. Ça a marché, mais je me suis vite rendu compte. En fait, ça m'a fait découvrir les. Ok, quand tu vends un produit physique, tu as le prix du produit physique, bah, le prix que toi, tu comptes pas, mais de toute la création que tu es en train de faire dessus, le temps que tu passes. Tu as ton Shopify à payer, tu as les envois. C'est super cher à la poste, tu vois, pour envoyer un colis. Les envois, tu as les taxes, tu as le fait de devoir déclarer des TVA différentes en fonction des pays où tu envoies. Ouais. Enfin bref, je me suis retrouvé face à plein de difficultés que j'avais pas anticipées, mais ça m'a fait découvrir ça et je me suis dit, ok, à l'e-commerce, on verra plus tard. Pour le moment, j'ai pas envie de vendre des produits physiques, quoi. Donc toutes ces premières expériences où tu as eu plein d'échecs, ce qui est normal, c'est le parcours logique. Si tu tentes des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont foirer, d'autres qui vont réussir. Ça t'a mené vers du coup découvrir YouTube à fond, poncer YouTube, devenir très bon, du coup avoir plus d'1 million sur une chaîne, lancer une autre, etc. Et actuellement, ce que j'ai compris que tu vendais en tout cas, c'est justement se servir de YouTube quand on est entrepreneur, CEO et qu'on veut en faire un canal d'acquisition stable, récurrent, Mhm. qui, in fine, nous fait devenir
meilleur que les autres, avoir un unfair advantage parce que YouTube c'est très très puissant. Si jamais vous avez écouté les autres podcasts, vous savez qu'on en parle souvent. YouTube c'est selon moi la meilleure plateforme pour qualifier son trafic, l'éduquer et même ramener du trafic à terme. Euh, Comment est-ce que tu as fait la transition? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, à te dire, tiens, je pourrais monétiser cette compétence? Alors, on va être honnête, on va être honnête ici. En gros, au début, je me suis dit, encore une fois, tu vois, j'ai mis en pause un petit peu l'horlogerie parce que ben, c'est vraiment une passion et ça était en train de me bouffer ma passion, cette création de contenu. Donc, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lancer un autre truc, tester un autre truc et aller faire plus d'argent, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, je vis des réseaux, j'ai fini les études, je vis complètement de mes activités. Hmm. Donc, je peux l'apprendre à des gens, tout simplement. Comment le faire, tu vois, les erreurs que tu peux faire, que ce soit vis-à-vis de ta création de contenu, vis-à-vis des partenariats, tu vois. Au début, tu te fais allumer parce que tu sais pas, t'oses même pas demander. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais monétiser cette compétence. Après, je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué. Ça aurait pu marcher, hein, comme tout ce que j'ai tenté, mais c'était un petit peu compliqué de prendre des gens de zéro et de les faire devenir créateurs dans une durée raisonnable, on va dire. C'est quelque chose qui prend du temps. Je peux faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite pour toi, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc en termes d'offres, de garantie, etc., ok, pas top. Je me suis dit, vas-y, je tente quand même. Je tente. Et au final, bah, je me suis rendu compte que bosser en B2C, donc avec des gens qui partent vraiment de zéro, bah, c'est pas quelque chose qui me faisait spécialement kiffer. On n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Je me suis rendu compte aussi ce que c'était de coacher des gens et de se mettre à leur niveau. Aucune prétention là-dedans, encore une fois, tu vois, mais de se mettre à leur niveau pour bah, comprendre les blocages qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, qui sont des choses qui te paraissent normales pour toi. Mais il me manquait un peu cette stimulation, tu vois, de devoir toujours répéter des choses bah, qui, pour moi, me semblent vraiment logiques. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go, je vais partir en B2B, mais je vais pas, j'avais pas envie de devenir un coach un petit peu comme tous les autres. Je me suis dit, ok, quelles sont les choses qui, moi, m'ont embêté lorsque j'ai lancé cet accompagnement? Eh bien, c'est Insta, c'est contenu court, LinkedIn, etc. C'est Mhm. super bien, hein. Je crache pas dessus, je m'en sers encore aujourd'hui, tu vois, ça fait partie de la strat. Mais c'est des choses qui m'ont embêté. Donc je me suis dit, ok, attends, euh, t'as des résultats sur YouTube, bon, donc on a toujours ce syndrome de l'imposteur, évidemment, peu importe les résultats. Mais il y a des gens qui m'ont dit, mec, t'es fou, arrête de dire que t'es pas légitime, vas-y, let's go, fonce là-dedans. Je me suis accompagné évidemment plein de fois. Et, et juste, je me suis dit, vas-y, let's go. En fait, il y a pas grand monde qui parle de YouTube, surtout de cette manière-là. Donc pour entrepreneurs, CEO, agences, etc. Donc, let's go. C'est un truc qui, moi, me passionne. Je kiffe. Je consomme beaucoup trop de YouTube. Je devrais même pas en consommer autant. Mais je kiffe YouTube. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Je vais lancer quelque chose là-dessus. Et pour le moment, ben, c'est un pur bonheur, quoi. Je suis face à des gens qui ont déjà des problématiques un petit peu plus avancées, qui sont intéressantes, qui valent le coup de se casser la tête en one-one avec eux. Il y a aussi il y a aussi, je supprime un petit peu ce côté blocage. Alors le mot il fait peur, hein, mais mindset, tu vois, état d'esprit que certains peuvent avoir, d'abandon un peu trop rapidement, etc. Donc ouais, là, je suis face à des personnes avec qui je kiffe bosser. Et c'est vraiment pas un regret, tu vois, de s'être niché vraiment à ce point-là, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Et donc, les personnes avec lesquelles tu taffes actuellement, la strat, elle tourne autour de quoi principalement? Du coup, du YouTube, mais est-ce qu'il y a un type de vidéo que vous préférez faire? Est-ce qu'il y a un format, une façon de faire les choses? Parce que je me doute que vous, tu leur dis pas juste, tiens, fais du YouTube, Mhm. tu as un travail plus d'éducation avec eux, même comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Alors, dans un premier temps, tu vois, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller bosser avec des gens qui font déjà des ventes via, par exemple, Insta, tu vois, ou LinkedIn, en tout cas, qui ont une offre validée, qui ont déjà un peu de cash flow, parce que ça peut demander de l'investissement, un petit peu YouTube, hein, que ce soit miniature, montage, si tu as envie de faire un montage poussé, etc. Maintenant, en termes de stratégie, je pourrais pas te dire précisément, OK, ceux qui nous écoutent, faites ça, ça, ça. Parce que bah, c'est vraiment quelque chose de précis à chaque offre, à chaque Hmm. personnalité. Est-ce que la personne est super à l'aise et peut comprendre la colonne vertébrale d'un script sans devoir l'écrire? Est-ce que la personne n'est pas à l'aise?
quel contenu va regarder son audience, quel contenu consomme déjà son audience, quelles questions se pose son audience, enfin son audience cible. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent en fonction des personnes. Aussi, évidemment, de l'objectif. Il y en a, tu vois, moi, dans mon monde idéal, les gens arrivent et comprennent déjà, c'est déjà implanté dans leur cerveau que 50 vues, des fois, pas tout le temps, mais des fois, ça peut être plus pertinent que 100 000 vues. Mais c'est pas le cas, tu vois. Il y a des personnes qui veulent justement faire plus de vues, développer leur notoriété, leur brand, mais pas forcément aller chercher du client. Donc, encore une fois, tu vois, c'est très différent en fonction des personnes que je peux avoir en face de moi. Il y en a qui vont vouloir plus de vues, plus d'abonnés. Il y en a qui vont vouloir plus de cash. Donc ça va vraiment dépendre de la stratégie. Ça peut être plein de styles de vidéos différents. Ça peut être du vlog pour le côté un petit peu lifestyle. Ça peut être aussi pour d'ailleurs créer un lien avec ton audience, comme on peut le créer par exemple en podcast. Ça peut être du value asset, donc le terme un petit peu apporté par notre ami Mathis. Ça peut être value asset, mais revisité, parce que value asset aujourd'hui, les gens se disent, OK, faire un value asset, c'est faire un Miro. Alors, c'est pas du tout le cas. Faire un value asset, c'est apporter une pièce de valeur. Ça peut être une vidéo montage ou juste face cam qui peut être un value asset. Ça peut être du contenu raw. Ça peut être plein de types de contenus différents, en fait. Le but, c'est d'aller tester, de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à la personne. J'ai pas une boule de cristal. J'aimerais bien, mais j'ai pas une boule de cristal. Donc, je peux me planter aussi. Je peux lui dire, je pense que ce type de contenu, il va marcher. Mais au final, quand on le sort, bah, il marche pas. Donc, le but, c'est aussi d'AB tester. Donc voilà, j'aimerais bien te sortir une réponse un petit peu miracle du style ce type de vidéo marche super bien pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Le but, ça va être d'aller A/B tester. Et encore une fois, ça peut être vu du point de vue négatif, mais moi, je le vois du point de vue positif. Une barrière à l'entrée en plus. YouTube, c'est un peu galère. YouTube, ça prend du temps. Si tu penses que ta première vidéo, tu vas faire des ventes, bah, tu te mets le doigt dans l'œil, ou alors tu as déjà une grosse brand à côté, ou alors tu as sorti le bon truc au bon moment. Enfin, il y a des si, mais en général, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est notre avantage. C'est notre avantage parce que si tu t'arrêtes pas, bah t'as pas échoué quoi. Carrément. Ouais, de toute façon, la première étape, c'est toujours un diagnostic, comprendre réellement, comme tu l'as dit, l'objectif et les moyens qui sont à disposition, etc. Ouais. Carrément. Je peux Mais est-ce que rajouter un tu... petit truc sur excuse-moi de te couper, mais Non, pas de souci. rajouter un petit truc sur la première étape. Moi, ce que je fais, c'est tu vois, je te parle d'offres validées, etc. Personnes qui vendent déjà. C'est bien si tu arrives à faire du contenu court qui vend, du setting qui vend, mais ça veut pas dire que tu es aligné avec ton offre. Et pour moi, c'est quelque chose de super important sur YouTube parce que sur YouTube, c'est beaucoup plus difficile, encore plus si tu n'as pas l'habitude de parler à une caméra, de faker quelque chose. Tu peux pas vibrer à la même fréquence que les personnes que tu vas viser. Tu peux pas faker ça en fait. Tu es face à une caméra pendant 10, 20, 30 minutes, 1 heure. Si t'es pas du tout aligné avec ce que tu vends et avec à qui tu le vends, bah ça va se ressentir à la caméra, tu n'auras aucun résultat quoi. Donc le premier point, c'est aussi de revoir, tu vois, un petit peu l'offre. Est-ce que t'es vraiment sûr de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Faut vraiment trouver. On peut revenir à chaque fois et se dire ah ouais mais c'est toujours les mêmes trucs, bateau, etc. Je te parle de mindset, je te parle de ton offre, mais c'est quelque chose de super important. Ton pourquoi aussi, pourquoi tu vas faire ça. Encore une fois, YouTube c'est quelque chose de compliqué. Il faut que tu aies une vraie raison de le faire derrière quoi. Donc voilà pour la petite précision en plus. Ouais, trop bien. Ça veut dire que tu as encore plus une approche 360 dans laquelle tu vas même pouvoir aller donner ton avis un petit peu sur l'offre, donner ton expérience. Pas forcément lui forcer à refondre son offre parce que évidemment c'est pas forcément le but. Mais ok, trop bien. C'est encore plus pointilleux entre guillemets. Et c'est super. Même si jamais évidemment il n'y a pas de recette miracle, est-ce que tu as un case study entre guillemets en tête, une personne avec laquelle tu as pu voir une transformation vraiment cool et qui puisse donner une idée aux gens de ce que YouTube peut faire, pas forcément démontrer tout le procédé, mais dire tiens, passer de ce step-là à ce step-là avec un nombre de vidéos, un format, quelque chose. Ouais, bah je peux prendre l'exemple de. Alors je vais mettre des warnings un petit peu, mais un exemple qui est très parlant pour moi, là c'est un petit peu le haut du panier, c'est Jordan Welch. Donc j'ai eu l'occasion de bosser avec lui, entre guillemets. Non, je l'ai juste payé, tu vois, pour qu'il m'apprenne un petit peu sa YouTube sauce. Mais lui, et on pourra faire un parallèle avec la nouvelle chaîne de Gadi, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment.
C'est Jordan Welch, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu dans la même branche que Gazi pour le marché américain, et ça va être un petit peu un parallèle avec Yomi, on pourrait faire en France. C'est un mec qui parlait énormément de dropshipping, qui est dans la sphère entrepreneuriale depuis très longtemps, l'entrepreneuriat en ligne depuis très longtemps, avec une grosse chaîne YouTube, une grosse audience, 1,4 million d'abonnés, je crois, sur sa chaîne business principale, qui récemment a lancé une nouvelle chaîne où il est juste là avec un micro à la clouer un petit peu et il te délivre de la valeur comme ça en 10 minutes et il l'a scalé, je crois, en 1 ou 2 mois à plus de 300K par mois. Donc, c'est des offres qui vont entre 5 et 30 000 euros. Je sais que maintenant, il a lancé une nouvelle offre, je crois qu'il monte jusqu'à même 50 000 euros. Mais juste grâce à ça, grâce à des vidéos très bien ciblées en micro-niche, différent d'une niche. Par exemple, niche, tu vas parler, ok, l'IA. Micro-niche, tu vas parler de, je sais pas, Sora, et tu vas parler que de Sora ou que de ChatGPT. Donc en micro-niche, bah, il est arrivé en montrant de la preuve avec une certaine structure de vidéo, une certaine façon de faire, un funnel hyper simple. Bah, il est arrivé à closer des offres à 5, 30K. Là où j'ai dit juste avant warning, c'est que n'importe quel Gus, on va dire, de la sphère entrepreneuriale qui n'est pas Jordan Welch n'aura pas les mêmes résultats. C'est évident. Parce que lui, il a sa personal brand qui rentre en jeu. Pareil pour Iman. Quand il lance Iman Gadzhi Business, sa chaîne destinée à vraiment vendre du high ticket avec des vidéos beaucoup plus poussées, valeur pure, bah ça marcherait pas autant si c'était pas Iman, quoi. Hmm. Et le call que t'as pris avec lui, c'est quoi les apprentissages clés qui t'en a sorti? Qu'est-ce qu'il t'a dit, qui t'a marqué? Ouais, carrément. Alors ça fera 2 000 euros. Je rigole. Non, en gros, bah, je peux expliquer un petit peu même son funnel, ça peut être assez intéressant. Donc, et après, je te parlerai de l'appel, comme ça on fait les choses dans l'ordre. Donc, en gros, je tombe sur ces vidéos, j'aime bien, je me dis, ok, super valeur. Je vois qu'il y a un lien Calendly en description. Enfin, il y a un formulaire. Il a fait une sorte de petite page d'opt-in avec VSL formulaire et de Hmm. l'approuve. Donc je remplis le formulaire, je me dis bon, enfin, je m'en fous, tu vois, on verra si j'ai un retour, un truc comme ça. Mais ce serait intéressant d'aller chercher de la valeur chez Jordan Welch. 2 semaines passent, je reçois un message sur WhatsApp, donc de son setter. On discute un petit peu. Euh, je lui explique un peu mon point de vue là-dessus, etc. Il me dit ok, ben tiens, il y a un Calendly, réserve un appel avec Jordan. Je me dis wow, ok, c'est lui qui prend les appels, stylé. Donc j'arrive en appel avec lui. Je veux rentrer, tu vois, c'est vraiment la puissance de YouTube. C'est moi, je veux rentrer. Et lui il me dit, mec, ça va être chaud parce que je parle pas français et personne dans mon équipe parle français, donc je vais pas Hmm. pouvoir analyser tes vidéos. Par contre, je peux faire une analyse de ta chaîne, je peux dire ce qui va pas et te filer quelques vidéos en gros de formation quoi sur comment lui il fait, quel est son process. Ça fera 5K dollars et tu auras un appel d'une heure et demie avec moi. Je dis vas-y, let's Hmm. go. Je rentre, je le fais, je lance. Et en gros, donc voilà un peu le funnel et la puissance de YouTube. Donc très simple, hein. Lui doit qualifier donc avec une page d'opt-in et un formulaire. C'est pas forcément obligatoire lorsqu'on n'est pas Jordan Welch, lorsqu'on n'a pas du gros volume qui arrive. Lui doit qualifier. Mais bref, très simple. Et ce que j'ai appris chez lui, ben c'est bizarrement la simplicité. C'est vraiment ce qui va payer. De pas se casser la tête avec tel ou tel réglage dans ton YouTube Studio, Hmm. telle ou telle heure de poste, tout ça, non. Tu vois, il te montre son process très simple. C'est tu trouves des idées, tu fais un packaging. Donc l'importance déjà des bonnes idées, comment trouver des bonnes idées, c'est ce que j'ai appris avec lui. En tout cas, à vraiment mettre un process là-dessus. Ensuite, vraiment l'importance du titre et de la miniature, super important. Comment, dans les grandes lignes, écrire un bon script, donc avec sa template de script qu'il utilise. Des trucs assez classiques, quoi, mais au final, c'est ça. Et aussi, ça te fait réaliser que, ok, quand tu as une brand comme ça, bah, tu peux vendre un truc à 5 000 dollars. Et dis-toi, les vidéos, elles n'étaient pas hébergées sur un school. Il m'a envoyé un Google Docs avec 5 liens Loom de vidéos d'1 minute, enfin entre 10 et 20 minutes, et fini, quoi. Il a pris 5K et finito. Ouais. Donc ouais,
En gros, ça m'a appris des choses comme ça. Incroyable. Donc c'est plutôt cool. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ce que tu disais, d'avoir deux chaînes, là, une Tofu, où ils font des vlogs, un peu lifestyle, etc., et une beaucoup plus valeur. Et je vois, il y a plein d'US, même Braise, etc., qui font ça. Mm. Et en France, j'ai vu quasi personne le faire. Il y en a qui ont des chaînes très raw, bah, c'est Guillaume Bouch, ça, même s'il vend rien, mais juste, il a une chaîne très raw. Il a pas, mais par contre, il a pas une chaîne plus, à faire du gros volume, entre guillemets, à faire des vlogs ou quoi. Il y a personne qui différencie ces deux chaînes comme ça en France, que je connaisse. Je sais pas si c'est quelque chose que tu vois arriver, toi, de ton côté, ou pas vraiment. Ouais, c'est quelque chose que je vois arriver pour des gros créateurs. Maintenant, c'est pas ce que tu dois faire si tu te lances sur YouTube. Si tu te lances sur YouTube, ton but potentiellement, les gens qui nous écoutent, c'est d'aller chercher du client. Donc, on n'a pas besoin d'aller, enfin, d'avoir deux chaînes et d'en faire une un peu lifestyle parce que un petit peu égo, un petit peu vendre à la masse, un peu plus viralité. On n'a pas besoin de ça. Tu peux directement arriver avec eux comme ils font les chaînes secondaires avec quelque chose qui s'adresse directement à ton avatar client. Donc ouais, c'est quelque chose qui arrive. Maintenant, l'utilité de lancer deux chaînes, lance déjà une et prends des résultats sur une parce que deux, c'est dur à tenir. Je sais que Clairement. j'ai des clients qui rentrent et qui me disent ok, ouais, let's go, je suis trop chaud, je vais faire 3 vidéos par semaine. Attends un peu, vois déjà comment tu vas t'en sortir avec tant de vidéos par semaine et ensuite on verra pour augmenter la cadence parce que quand tu veux faire plein de choses, au final, ben tu fais plus rien ou t'abandonnes ou t'as pas des bons résultats et j'ai fait cette erreur. J'ai lancé donc une chaîne full valeur et dans une envie un petit peu de documenter tout ça sans quelque chose à vendre derrière. J'avais lancé une chaîne vlog, mais au final, c'est juste se disperser. C'est pas le moment aujourd'hui pour moi de faire ça. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard pour l'amour de la création de contenu. Quand je vois des vidéos de Daniel Dalen, je trouve ça exceptionnel. Tu vois, ça. Ça met en avant de la créativité, plein de choses comme ça. Je kiffe le montage aussi. Donc c'est des choses que j'aimerais bien faire Mm. et qui, pour le moment, c'est pas du tout pertinent que je le fasse. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'essayez pas de copier les plus grands. Euh, Ils ont commencé, si tu regardes un Gadzi, il a commencé juste en martelant le SMMA, le SMMA, le SMMA. Yomi Denzel l'a commencé, il martelait le dropshipping avant de devenir plus grand, de commencer à faire des vlogs dans ma vie de millionnaire à Dubaï, ils sont juste devenus experts dans un seul domaine. Et quand on pensait à Shopify, par exemple, on pensait à Yomi. Quand on pensait à Yomi, on pensait au dropshipping. Quand on pensait à Gadzi, on pense au SMMA. Donc, avant ça, il faut master un petit peu sa niche, sa micro-niche, et pas lâcher. Et ensuite, plus tard, pour l'ego, vous inquiétez pas, on fera des films style Iman Gadzhi, des choses comme ça, ou des vlogs à la braise en achetant une hypercar toutes les semaines là. Ouais, carrément. Non, c'est vrai que je comprends pourquoi il y a pas de gens, il y a peu de gens qui le font. Par exemple, genre Yomi ou quoi, ça aurait plus de sens, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a pas forcément une grosse audience déjà, pas trop d'utilité. Ok. Ultra intéressant. Et du coup, pour faire des vidéos qui parlent vraiment à notre audience, euh, tu sais, il n'y a pas forcément de ciblage comme en ads où tu vas pouvoir dire tiens, je veux que la vidéo elle apparaisse pour telle personne. Est-ce que il y a des petits secrets SEO ou quoi, ou je sais pas, pour qu'on apparaisse envers la personne avec qui on a pas parlé, ou alors est-ce qu'il faut simplement répéter un message ou... Ouais, alors ça c'est des choses, je vais les dire et après ne vous prenez plus du tout la tête là-dessus. Euh, ouais, quand tu lances ta chaîne, évidemment que tu peux mettre un petit coup de boost avec les mots-clés de chaîne. Donc tu vas dans les paramètres, tu mets des mots-clés Ok. de chaîne. Tu mets des choses en rapport avec ta niche, mais tu peux aussi, alors personne ne les verra à part s'ils ont des extensions. Donc tu peux mettre un petit peu ce que tu veux, tu mets des mots-clés de chaîne. Et dans tes mots-clés de chaîne, le goal, c'est de ne pas que mettre, par exemple, moi je vais parler de YouTube, je vais pas juste mettre stratégie YouTube, je vais mettre des phrases comme comment avoir plus d'abonnés, comment faire plus de vues, comment vendre sur YouTube. En fait, mettre des phrases que ton avatar client va potentiellement aller rechercher dans sa barre de recherche YouTube. Parce que je fais que de le répéter tout le temps, mais YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche derrière Google. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils ne savent pas faire quelque chose, ils vont le chercher sur YouTube ou sur Google qui va les ramener sur YouTube. Je savais pas faire un nœud de cravate il y a un an. J'ai tapé tuto nœud de cravate et j'ai regardé une vidéo YouTube. Ça, c'est trop négligé. Ça, c'est des vidéos qui peut-être,
enfin même c'est sûr, ils vont pas marcher directement, mais sur du long terme, ils ont une durée de vie incroyable. Donc quand je parlais des réseaux sociaux un petit peu plus en général ou comment bien marcher sur Instagram, etc. J'ai un pote qui avait fait une vidéo tuto iClose, un truc comme ça, tuto de A à Z iClose. J'ai vu que il avait super bien marché, c'était un outlier. Je me suis dit, ok, je vais faire la même chose, je vais le rapporter dans ma niche. J'ai fait tuto ManyChat. Tout le monde part de ManyChat. Tu vois des vidéos partout sur Insta sur ManyChat. Par contre, il n'y a personne qui te dit, ok, comment configurer ManyChat. En tout cas, sur le marché francophone. Donc, j'ai fait ça. Ouais, c'est vrai que même à toute petite échelle sur YouTube, je le vois, les vidéos qui performent le plus sur ma chaîne, c'est celles qui sont des sites qui peuvent être tapés par tout le monde. Et surtout, comme moi, je fais 90% de mes contenus, c'est des podcasts, j'associe mon image à celle de la personne avec laquelle je fais. Et si jamais la personne à qui j'ai fait le podcast, elle prend un peu de buzz ou quoi, je le vois dans les stats. Genre, par exemple, avec Mathis, avec Arthur Walton, bref, plein de gens, ils font tous des vidéos de plus en plus, ils développent de plus en plus leur audience, etc. Et je prends des stats sur les vidéos grâce à ça. C'est trop intéressant et surtout quand c'est des personnes qui ont une audience qui peut être massive, Ouais. ça, c'est très très intéressant sur ça. Ah, c'est trop Euh, puissant. C'est trop puissant ouais, du podcast. Et juste pour terminer sur la partie SEO, donc tu as les titres, tu as les mots-clés de chaîne. Donc ça, c'est des choses, ok, tu as mis tes mots-clés de chaîne, tu touches plus. Et dans ta description, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, j'ai choisi la facilité. Vu que sur la plupart de mes vidéos, j'écris des scripts, je copie juste mon script. Je me suis fait un GPT très personnalisé qui connaît tout sur moi, qui connaît mes offres, etc. Enfin, mon offre, etc. Mon ciblage. Je lui ai foutu des livres dedans. Je lui ai mis plein de choses. Et juste, je copie mon script de vidéo. Je lui dis, t'es un expert SEO. Écris-moi une courte description pour cette vidéo. Boum, je te mets le script. Et il m'écrit 4-5 lignes qui sont optimisées SEO. Et c'est une partie de ma description, donc celle qui change pour chaque vidéo. Bah, je colle ça, tu vois, simplement. mm, ouais, clairement. Donc, en termes de SEO, je fais pas beaucoup plus que ça, quoi. Ouais. Avant, je me souviens, quand j'avais d'autres chaînes, etc., à l'époque, je me cassais la tête avec tous les réglages, tu vois, la langue de la chaîne, mettre en non applicable pour que ça change des choses, etc. Dans les hashtags, enfin, comment on dit? Je sais pas, je pense que c'est les hashtags. Tu mettais plein de mots-clés pour rien, tu mettais tout ce qui pouvait être. Après, c'est des choses, tu vois, ça donne un léger coup de boost. Mais exactement comme sur Insta, dans le sens où un son viral, tel hashtag ou telle heure de post, ça va pas faire marcher une vidéo qui est nulle. Ça Mm, peut c'est ça. augmenter de peut-être 2% une vidéo qui est déjà bonne. Donc le focus principal, c'est juste faites du bon contenu. N'essayez pas Ouais. d'optimiser tous les trucs. Prends 30 minutes, ok. On optimise ensemble tes réglages de chaîne pour histoire de quand même mettre un petit peu les chances de ton côté et que YouTube comprenne un peu plus rapidement, ok, de quoi parle ta chaîne, à qui je vais pouvoir montrer ton contenu. Mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut s'attarder et c'est pas quelque chose qui va tout changer comme ça. Ce qui va tout changer, c'est comprendre comment faire une bonne miniature, un bon titre, donc avec une bonne idée derrière et comment faire une bonne vidéo ensuite. C'est vraiment le principal. Ouais, clairement. C'est pas du tout là où faut mettre son focus. Ok, ouais, clairement ultra intéressant. T'avais évoqué un autre point tout à l'heure sur le fait de créer des contenus réguliers, ceux qui arrivaient à dire et qui venaient de dire ouais, je vais faire 3 vidéos par semaine, etc. Mm. Comme tu parles avec des entrepreneurs et que tu en es toi-même un, comment est-ce que pour un entrepreneur qui est par définition souvent très occupé, très un peu à droite à gauche, qui doit gérer sa team, etc., créer ces contenus assez régulièrement et de façon pertinente. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire ça? Est-ce que tu as des stratégies particulières? Le truc le plus classique, ça reste le batch. Donc faire du batching. Donc en gros, préparer plusieurs vidéos en avance, tous les tourner en même temps. Et c'est tout en fait. Tu les envoies au monteur, si tu as un monteur, ou alors tu fais le montage toi-même. Mais tout d'un coup, vraiment tout regrouper, je sais pas, une journée ou deux et envoyer. Maintenant, ok. Est-ce que c'est vraiment un manque de temps ou un manque de priorisation, de priorisation pour les gens qui ne veulent pas créer du contenu? C'est Chloé qui disait ça. Si Elon Musk il prend le temps d'aller faire des podcasts, pourquoi moi je prendrais pas le temps d'aller en faire? Si Alex Hormozy il prend le temps de faire autant de contenu que ça, pourquoi moi je prendrais pas le temps d'en faire? Leur heure, c'est les heures les plus chères sur cette planète. L'heure d'Elon Musk, ça doit être aberrant. Je pense qu'on peut même pas s'imaginer.
Si lui, il prend le temps de faire des podcasts, des apparitions, d'être présent en ligne, qui nous on est pour ne pas prendre le temps de le faire. Donc je pense que c'est aussi une question de priorisation. Ça, c'est un petit peu la réponse d'un enfoiré. Mais mais c'est réel, tu vois, quand Euh, tu prends du recul, c'est complètement vrai. Maintenant, évidemment, tu as plein de choses qui vont faire en sorte que tu vas te passer moins de temps possible. Déjà, savoir exactement ce que tu fais, avoir des process, donc savoir par exemple comment écrire tes scripts ou alors comment structurer tes scripts dans ta tête sans avoir besoin d'écrire des scripts, filmer en batch, donc faire plusieurs vidéos à la suite. Si tu veux, tu changes de chemise, tu changes de haut, mais au pire, on s'en fout, tu portes un t-shirt blanc sur toutes tes vidéos. Ensuite, quel process mettre en place avec mon monteur, quel process mettre en place avec mon media maker. Est-ce que je refais à chaque fois des photos pour la miniature ou alors est-ce que je lui envoie un dossier complet de ma tête avec différentes expressions? Est-ce que je bosse avec des gens? Est-ce que si j'ai pas encore le budget d'avoir un monteur, un media maker, etc., bah, je devrais pas me concentrer plutôt sur, si ma cible le permet, si ma stratégie le permet, encore une fois, ben, faire des vidéos simplement Loom, où j'arrive, je donne de la valeur. Certes, je passe 3-4 heures à faire un miro exceptionnel et ensuite je délivre en Loom. Pourquoi pas? Ça dépend encore une fois de ton aisance. Donc il y a plein de moyens de rendre ça plus rapide, mais plus rapide. Enfin, si tu cherches des raccourcis, ça n'existe pas. Peut-être que, ok, tu vas avoir des résultats plus rapidement qu'un autre, mais tu vas pas tenir aussi longtemps qu'un autre. Pour moi, YouTube, c'est quelque chose. Mec, c'est difficile. C'est difficile. euh, Ça prend du temps. Il y a pas ouais. de sauce magique, de secret, de je ne sais quoi. Ça prend du temps. Il faut y mettre du temps. Si t'es pas prêt à mettre du temps, et te lance pas, ne va pas sur YouTube. Maintenant, si tu veux que ça aille plus vite, ben, va apprendre des erreurs des autres, que ce soit moi ou les dizaines et dizaines de podcasts qui existent, de plein de choses, mais va apprendre de ceux qui ont fait des erreurs pour pas refaire les erreurs. Mais si tu crois que parce que tu vas, bah, par exemple, prendre mon accompagnement ou prendre l'accompagnement de je ne sais qui ou acheter tel et tel livre, bah, tu penses que YouTube, en un mois, c'est bon, tu auras masterisé le truc. Tu te mets le doigt dans l'œil, reste sur Insta ou va sur TikTok si tu veux des résultats rapides, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Faut être conscient que YouTube, ça va prendre du temps. C'est ma Ouais. vision de la chose. Non, mais clairement. Surtout, le point de... En vrai, c'est littéralement une priorité. Moi, dans mon business, ce que j'ai reconnu, moi, je me suis mis trois étapes. Enfin, trois points clés. Et trois trucs, si je le fais tous les jours, ça change ma vie for life. Je suis done for life, c'est bon. Ouais. C'est le contenu. Mhm. Donc, enfin, en gros, ça va avec la partie trafic et toute la partie trafic. Tout vient du contenu, à part si jamais tu as prospecté des heures. Mais c'est chiant, c'est contre-productif à long terme, etc. Bref. Donc, le contenu. La partie de délivrabilité, donc juste améliorer son offre, etc. Bien dire aux personnes quoi faire, etc. Bien manager. Et c'était quoi la troisième partie? Putain, le con. Bref, et j'avais une troisième partie que j'ai notée, mais sur le moment, je l'ai pas. Et c'est vrai que c'est putain essentiel. Si jamais toutes les semaines, tu tournes 3, 4, 5 heures de contenu chaque semaine, et que tu postes, que tu fais des choses passionnantes, que tu améliores à chaque fois, c'est sûr il y a quelque chose qui se passe, même si le premier, le deuxième, le troisième contenu, il se passe rien, à la fin, hein, c'est une boule de neige qui se remplit et qui explose, qui te change ta vie. Et même, moi, tu vois, je trouve que t'es un peu dur avec le fait que ce soit très très long, etc. J'ai posté quoi, même pas 10 vidéos, et j'ai fait des milliers d'euros avec YouTube. Mm. Bon, à Instagram, j'ai posté autant, et en vrai, enfin, dans ma tête, je ne vois pas qui vient de mes clients là quand je pense, qui vient d'Instagram. Instagram, c'est bien, mais ça fait pas autant d'oseille Ah ouais, pour le même ouais, temps investi, etc. ouais, Donc, 100%. 100%. donc c'est quand même quelque Mal, chose de fou, quoi. mal exprimé, je pense. Euh, Parce que là, je parlais comme si j'allais parler à quelqu'un qui était en face de moi, tu vois, par exemple, en appel de vente, et qui, dans sa tête, va pouvoir devenir le Oui, prochain Yomi Denzel, le prochain Anthony Cyrus, le prochain La Menace, tu vois, tous les gens qui sont un petit peu divertissement et éducatifs en même temps. Ça dépend un petit peu. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour ouais, devenir le GOAT de YouTube, en gros. Mais oui, oui, ok. c'est sûr et certain que juste en postant, je sais pas, 5 vidéos sur ton sujet qui répondent à une problématique précise de ton avatar client, bah, tu as déjà des retours en fait. Mm, c'est ça. Comment est-ce que tu procèdes pour
écrire, enfin pas écrire, mais créer des scripts, des concepts, etc. L'idéation de contenu, est-ce que tu t'inspires beaucoup des US? Je sais que du coup, t'as pris un appel avec Jordan qui est aux US, etc. Est-ce que tu vas voir ce qui marche ailleurs, dans d'autres niches ou quoi? Comment est-ce que ça fonctionne sur ça? 100%. Alors, 100%, 100%, 100%. Sur ma chaîne d'horlogerie, par exemple, je suis allé regarder ce que les gens consommaient déjà, quelle idée de vidéo, quel sujet de vidéo a déjà performé, qu'est-ce qui intéresse déjà les gens que moi je vais viser. Donc 100%, je vais regarder ce qui se passe sur le marché anglophone, marché francophone. J'analyse, je regarde, ok, quel type de vidéo marche bien en ce moment, quel type de miniature, quel type de titre va bien marcher en ce moment. Et ensuite, je le refais à ma sauce en apportant mon point de vue. Maintenant, il y a cette partie aller chercher de l'outlier, donc de la vidéo qui a surperformé. Donc en gros, un outlier, ça pourrait être, je sais pas, il y a une chaîne qui a 1000 abonnés, il sort des vidéos, ils font tous 600, entre 600 et 1000 vues, mais il y a une vidéo qui fait 100 000 vues, c'est un outlier, donc une vidéo qui a surperformé. Donc ok, ça, c'est un très bon point de départ. Ça veut dire qu'il y a un très fort potentiel derrière. Je vais juste prendre cette vidéo, que ce soit dans ma niche ou dans une autre niche, hein, d'ailleurs. Ça peut être un outlier qui vient de partout. Je vais juste la prendre, essayer de faire la meilleure vidéo possible, moi, de mon côté, en apportant mon point de vue. Maintenant, ce qui est intéressant lorsque tu lances une chaîne YouTube, pour ton acquisition, si tu veux le relier, par exemple, à ton setting, etc., c'est juste, tu prends une feuille, un stylo, encore une fois, et tu notes les 10 problématiques que tes clients te donnent le plus, ou en tout cas, je sais pas, les gens qui viennent te poser des questions en DM, c'est quoi les questions qu'ils viennent te poser, c'est quoi les objections que tu vas en voir en appel, quels sont les points de doute des gens que tu as en appel, quels sont les plus gros points de douleur des clients que tu as déjà, quelles questions ils se posent au quotidien, et tu vas répondre à tout ça. Tu fais une liste de 10 questions et tu réponds à tout ça. T'en fais des vidéos à chaque fois. Ça va t'aider dans ton setting, ça va t'aider avant tes appels de vente. Si le mec t'a parlé d'une objection, tu lui envoies ça, elle est déjà traitée avant même l'annonce du prix, avant toutes ces choses-là. Donc, trouver des idées outliers et répondre aux problématiques de ton avatar client, de ton client idéal. Maintenant, ce qui est encore plus performant, c'est de scinder les deux. Donc, tu vas trouver un concept outlier, une idée de vidéo outlier, un sujet outlier. Et dans cette vidéo, tu vas répondre à la problématique de ton client idéal. Au moins, là, tu mets toutes les chances de ton côté. Tu as une vidéo qui va performer et en plus de ça, qui va être vraiment utile et qui va directement s'adresser à ton avatar client. Ok. C'est un peu ma manière de trouver des idées de vidéos. C'est vraiment passer du temps, regarder ce qui se fait dans ma niche, dans d'autres niches parce que si tu copies toujours, si tu reprends toujours je sais pas, admettons, tu es dans le dropshipping, tu reprends toujours les idées de vidéos, les sujets qui sont traités par le leader ou les leaders du dropshipping, bah, tu n'arrives jamais avec quelque chose de frais et de nouveau et tu Ouais. pourras jamais devenir ce leader dans cette industrie. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, même dans la niche des échecs. OK, il y a ce type de vidéo qui marche bien en ce moment. Bah, let's go. Comment maintenant, moi, je peux l'adapter à ma niche, à mon sujet, à mon avatar client et y implémenter mon point de vue. Ok, incroyable. Ouais, les vidéos comme tu t'appelles Outlier là, que je remarque et que moi je m'étais inspiré, c'était tu sais les breakdowns de funnels de mecs un peu connus, Ouais. que ce soit aux US ou quoi, tu sais ou même Keo. Et putain les mecs, il y a des mecs qui font des 50 000 vues en analysant le funnel de Keo parce que c'est un mec qui voit partout tout le monde et ça fait de l'association. Les gens cliquent parce qu'ils voient le personnage. Ouais. Et après tu parles de ton service là-dedans à l'intérieur, tu as un trafic qui est énorme, même si la vidéo n'est pas full qualification, etc. C'est ultra intéressant pour ça. Et ouais, ok, c'est ce genre d'exemple de quoi tu pouvais parler. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis vis-à-vis de l'association. C'est quelque chose sur lequel on peut jouer énormément au début. C'est simplement, ok, t'as pas de case study, t'as pas de client, t'as pas de choses comme ça. Les gens ne te connaissent pas forcément, t'as pas de personal brand. Ben, juste montre ta valeur en analysant le business de quelqu'un, quoi. Euh, Ou la partie sur laquelle t'es focus, si t'es expert Instagram. Va analyser la stratégie Instagram de Keo, de Chloé, peu importe, des gens avec une brand. Et les gens ben, vont
comprendre ton autorité lorsqu'ils vont regarder la vidéo. Maintenant, attention à ne pas faire que des vidéos comme ça parce que les gens vont pas forcément s'attacher à toi et vont pas créer de connexion émotionnelle avec toi, mais simplement avec la personne que tu vas présenter. En tout cas, le business que tu vas présenter, le funnel, etc., quoi. Il y a évidemment une répartition entre les contenus un peu mass market et les contenus plus pas de tunnel. Ça, c'est ultra important. Je sais pas si t'as une stat, toi, que tu fais ou tu t'en fiches un peu, t'essayes de faire plus de l'un ou de l'autre, non? Ça dépend, encore une fois, de la stratégie. Je suis très, je sais plus, nuancé dans ce podcast parce que j'ai pas Oui, envie de dire ça ou ça bien marche. sûr. Ça dépend, ça dépend. Et c'est en fonction de la personne aussi. Il y en a qui n'ont pas envie, par exemple, de parler de leur vie, des choses comme ça. Moi, maintenant, ce que je fais avec ma chaîne, je suis quand même principalement sur de la valeur qui m'est propre, de choses que moi j'ai faites. Mais évidemment, j'ai quand même une vidéo de temps en temps sur, par exemple, j'ai fait sur la stratégie YouTube de Iman, tu vois, des choses comme ça. Ah, ok, ouais, c'est intéressant. Mais c'est toujours en test, en fait. Je suis toujours en phase de test avec YouTube. Donc, j'ai pas de, ok, maintenant je vais faire ça pour les 6 prochains mois. Je sais pas. Je vais juste faire, ok, sur ce mois-là, à la fin du mois, je vais voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a un peu moins marché. Et juste voir, enfin, répliquer ce qui a marché. C'est un petit peu, il y avait une analogie comme ça. C'était euh, un petit peu comme si tu cherchais du pétrole. Au lancement de ta chaîne, tu vas juste aller taper plein d'endroits, voir un petit peu, récupérer le pétrole que tu peux un petit peu, donc avoir quelques appels de vente. Et au bout d'une dizaine, vingtaine de vidéos, tu vas te poser, tu vas regarder, ok, laquelle m'a ramené le plus de pétrole? Quel puits a l'air le plus intéressant? Et ensuite, Oui. tu doubles, tu triples sur ce puits-là et tu vas chercher à fond, quoi. Ça, c'est quelque chose aussi. J'en faisais un short tout à l'heure. Les gens ne refont pas assez leurs vidéos successful. T'as une vidéo qui a marché, regarde Squeezie, qui est l'imposteur. Il y a 16 vidéos de qui est l'imposteur. Et ça Ouais. continue à marcher. Il s'est pas dit, ah non, mais les gens ils vont en avoir marre. Non, t'as une vidéo qui marche, n'hésite pas à la refaire, à la décliner un petit peu, à l'améliorer un petit peu, à prendre sous un angle différent. Mais refais, bombarde là-dessus. C'est, c'est comme, encore pour mettre une analogie, t'es chercheur d'or, ok. Tu vas chercher un petit peu ton or, tranquillou. Tu cherches des petites pépites. Et là, tu trouves un filon exceptionnel. Tu retires une pépite énorme. Et tu vois qu'il y a encore de quoi aller chercher. Tu as encore de l'or à aller chercher. Est-ce que le lendemain, tu vas te dire, ah non, je vais trouver un autre filon parce que ça va être répétitif? Bien sûr que non. Tu vas all-in sur ce filon. Tu vas tout donner là-dessus. Donc, une fois que vous avez quelque chose qui marche, n'hésitez pas à le refaire indéfiniment jusqu'à ce que ça s'épuise. Ouais, carrément. C'est vrai que pas grand monde fait ça, juste prendre ses meilleurs concepts, les décliner sous différents angles marketing, etc. Alors que par exemple, justement, en ads, parallèle qui est intéressant, c'est que ils refont tout le temps les mêmes, ils en ont rien à foutre, même ils modifient les hooks. Personne ne le fait sur de l'organique parce que t'as l'impression que tes abonnés regardent toutes tes vidéos, mais en vrai non, il y a toujours des gens qui te découvrent et même tu peux un peu modifier. C'est un très 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 bon point qui est très important. Faut comprendre euh, excuse-moi pour mon accent anglais qui arrive, viewer cycle, le cycle, tu vois, des spectateurs. Peut-être que toi, Clovis, tu regardais un YouTuber il y a 3 ans et aujourd'hui tu le regardes plus. Mais ce YouTuber, c'est pas parce que tu le regardes plus qu'il a arrêté. Il y a vraiment un cycle, surtout dans l'éducatif. Les gens ont un problème, ils viennent pour le résoudre, ils vont consommer ton contenu. Une fois qu'ils l'ont résolu, ils vont arrêter de regarder ton contenu. Donc, répète-toi. C'est dur, c'est chiant, peut-être, t'as l'impression, mais tu vas passer ta carrière à te répéter. Tant que tu as une cible, eh bien, cette cible, elle a ce problème. Continue à résoudre ce problème. Et le mec qui te découvre aujourd'hui, il n'a pas vu la vidéo il y a 6 mois où tu donnais déjà la réponse à cette problématique. Donc répète-toi, refais-le. Change les exemples, change la tournure. Évidemment, toi, tu évolues, donc tu peux amener ça d'une manière différente. Mais tu vas passer ton temps à te répéter, à répéter les mêmes choses. Et c'est totalement normal et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc
continuer à vous répéter, à donner de la valeur, à répliquer les concepts qui ont déjà fonctionné. Et oui, ok, ouais, peut-être c'est répétitif, mais c'est ce qui marche, surtout dans l'éducatif. Non, clairement, clairement. Incroyable. Ouais, c'est vrai, bah, je vais le faire plus, moi, et si vous nous écoutez, n'hésitez pas à le faire plus. Si vous avez des contenus qui ont surperformé, qui ont très bien marché, redites la même chose, différents angles, même en déclinant le format de ça. Ok, incroyable. Pour revenir un peu sur un point, j'ai fait un peu la fouine. J'ai vu que tu avais fait un podcast il y a quelques mois, qui s'appelait Notcast, je crois, Ouais. avec d'autres personnes. Est-ce que c'était une expérience qui t'a apporté du positif? Qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que tu penses de ce format? Parce que c'est un peu la thématique principale, entre guillemets. Ouais, 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 carrément. T'as bien cherché, c'est cool. C'est pas un podcast qui a duré longtemps, mais c'était archi enrichissant pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis un créateur de contenu, certes, depuis des années, mais j'ai jusqu'à récemment toujours, quasiment toujours, bossé avec du script. Donc juste parler comme ça, eh ben, ça met une pression au début. Donc ça m'a appris un petit peu à libérer cette pression. Et ok, bah tu peux peut-être avoir des choses intéressantes à dire sans que tout soit optimisé à la moindre virgule et que tu aies passé des heures sur ton script et que tu vas cut tous les bégaiements, toutes ces choses-là. Donc déjà sur ce point de vue, tu vois, en termes d'aisance à la caméra, parce que moi de base je suis incapable de parler à une caméra, donc je continue à m'améliorer et ce podcast a été utile aussi pour ça. Et aussi alors c'est pas un business, etc. qu'on avait en groupe, mais ne serait-ce que, ok, être à plusieurs sur quelque chose, sur un projet. T'es confronté à certaines difficultés. Ok, t'apprends à communiquer. Par exemple, il y en a un qui arrive en retard tout le temps. Ben, je le dis pas, je vais pas l'exprimer, mais à chaque fois, à chaque podcast, ben, je vais me dire, il me fait chier. Pourquoi il arrive en retard? Il me fait perdre du temps. Ou, enfin, en tout cas, c'est pas sérieux. C'est pas comment moi je l'envisage. Et réaliser que si je le dis pas, il peut pas savoir. Parce que pour lui, c'est peut-être totalement normal. C'est comme il est. Donc ça m'a appris aussi cette communication qui est nécessaire lorsque tu fais des choses, des projets avec des personnes. Tu dois communiquer, tu dois dire, même si pour toi ça te paraît rien, parce que si tu vas juste empiler les choses qui te frustrent, bah, au bout d'un moment, ça va exploser et tu vas partir beaucoup trop loin et tu vas dire des choses, ouais, ça va prendre des proportions totalement énormes qui ne seraient jamais arrivées si simplement tu avais dit, OK, moi, ça me plaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles règles on va pouvoir mettre en place pour que ça nous convienne au mieux à tous. Ensuite, c'est super cool en termes de qualification d'audience. Quelqu'un qui s'est tapé 2 heures de ton podcast à écouter, bon, en fait, il te connaît un petit peu. Au final. Il y a il connaît une partie de toi et il connaît une réelle partie de toi parce que, encore une fois, c'est très difficile de pas être toi-même lorsque tu enregistres un podcast parce que tu es en train de discuter avec quelqu'un. Donc, en termes de qualification et de fréquence vibratoire de personnes qui arrivent en face de toi, que ce soit en DM, en appel, peu importe, même pas forcément en appel de vente, mais juste en connexion, bah c'est incroyable. Franchement, le podcast, je vous recommande tous fortement d'écouter Clovis et de lancer un podcast parce que c'est trop bien. Même c'est tellement agréable en termes de connexion aussi. Donc là, c'est des gens que je connaissais. Enfin, non, c'est vrai que je les connaissais pas. Je connaissais un mec qui a eu l'initiative de ce podcast, donc Simon Pradal. Simon, si tu passes par là, Ouais. salut à toi. Et ça m'a fait rencontrer donc les deux autres personnes. Et il y a un autre Simon là-dedans qui aujourd'hui, bah, c'est devenu un super pote en fait. On discute tout le temps, on débat sur nos avancées et ça permet de créer des liens qui sont vraiment cool. euh, Dans le sens où aujourd'hui, on se sent peut-être un petit peu seul aussi dans notre parcours, etc. Moi, je sais que dans mon cercle proche, il y a personne qui entreprend, qui fait des choses comme ça. Donc, je peux me sentir bridé, tu vois, et même seul dans la discussion enfin, sur certains sujets, on va pas parler le même vocabulaire, etc. Donc, c'est cool de pouvoir rencontrer des gens sur la même longueur d'onde, qui ont à peu près des objectifs similaires, qui ont vécu à peu près des choses similaires et ouais, qui ont quelque chose, une cible en commun. Donc, c'est trop bien. Et en dehors de ça, j'ai fait un podcast sur ma chaîne actuelle Mm. avec Market Damp, avec Lucas. Et c'est trop cool parce que bah, ce mec, si j'avais pas fait ce podcast, en soi, peut-être je l'aurais rencontré un jour à Dubaï, j'en sais rien. Euh, mais là, ça m'a permis ok, je lui ai juste envoyé un message.
comme toi, tu as fait avec moi pour ce podcast, tu m'envoies un message, hop, j'accepte, il a accepté, on se fait un podcast, on discute. Après le podcast, on discute encore. Puis ça amène de belles choses. Derrière, il m'invite dans son programme à faire une masterclass, enfin un live pour ses élèves, des choses comme ça. Et ça crée vraiment une connexion en fait. C'est pas devenu mon meilleur pote, etc. Mais c'est des contacts. C'est des contacts que tu peux te créer. Et en termes de réseau, se créer un réseau, bon, je pourrais partir dans tous les sens et dire que, et je suis d'accord avec ça, avant de te créer un réseau et de penser que le réseau va te changer la vie, fais d'abord des bonnes choses dans ta vie. Mais en tout cas, pour créer un réseau, c'est super intéressant de faire des podcasts. Tu vas connecter avec des gens et, et, et celui qui nous écoute, bah, tu serais étonné de savoir que les gens acceptent en fait. Les gens C'est acceptent, en ça. tout cas, les gens qui comprennent l'impact d'un podcast, même s'il fait 30 vues, bah, ils vont accepter, tout simplement. C'est une folie ça, à quel point on se rend pas compte. Au début, j'étais frileux à envoyer des DM quoi. J'ai pu tourner des podcasts avec des mecs qui j'aurais jamais pensé, qui ont fait des trucs de fou. Alors j'ai 17 piges, tu vois. Et c'est super intéressant. À chaque fois, même c'est une expérience humaine un peu. C'est un réseau qui est très intéressant, auquel tu peux poser des questions. Et même, tu vois, moi là, je parle pendant 1 heure avec toi, je pose des questions qui m'intéressent pour moi aussi, tu vois. Mm. Euh, ça m'aide vraiment. Genre, c'est comme si j'avais pris 1 heure de consulting, sauf que c'est gratuit. En plus, je le poste sur ma chaîne, donc c'est full bénéfice. Tu vois, avec chaque mec avec qui je fais ça, ça m'apporte des connaissances de fou et très intéressantes. Et en plus, ça me fait du contenu. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Pour, euh, pour revenir un peu sur YouTube, est-ce que tu aurais une anecdote, un truc, le truc le plus fou qui t'est arrivé grâce à YouTube, vu que, enfin, par exemple, ça peut être avec la chaîne de Vape ou d'horlogerie, des rencontres ou quoi. Ouais, il y a deux trucs. Bizarrement, c'est pas monétaire, parce que le monétaire, bah, tu l'oublies. Ok, tu peux recevoir un virement de 5000 balles dans 2 mois, tu t'en souviendras plus. Donc, c'est pas deux anecdotes monétaires que je vais te donner, mais c'est deux anecdotes qui ont marqué ma vie, tu vois. C'est peut-être bizarre, mais c'est des choses dont je me souviendrai toute ma vie. Donc, premièrement, là, c'est pas la première anecdote, c'est pas, j'étais pas encore sur YouTube, c'était avec du contenu Insta. Donc, je lance ma chaîne de Vape, etc. Je galère, je sais pas, je dois avoir 400, 500 abonnés. Je rencontre deux, trois mecs qui font aussi ça en France, qui sont un petit peu aux quatre coins de la France. On discute. Et un beau jour, il y a une femme du groupe M6 qui nous dit, bah, let's go, c'est stylé ce que vous faites. Vous êtes pas chaud à faire La France a un incroyable talent? Donc je fais La France a un incroyable talent. Donc grâce à juste Insta, juste à poster des vidéos Insta, j'avais même pas 1 000 abonnés. Donc encore une fois, plus important qui regarde ton contenu plutôt que combien de personnes regardent ton contenu. Donc il y a eu cette phase incroyable talent qui était trop cool. C'était exceptionnel à vivre. Franchement, c'était juste incroyable. Ça m'a débloqué plein de choses aussi. J'étais incapable de parler à J'avoue. une caméra. Alors imagine être devant une À la scène, télé et tout. Ouais. un enfer. C'était un enfer pour moi. Je faisais faire un malaise avant de passer et tout, mais c'est une super expérience et c'était ma première expérience puisqu'on était en groupe de OK bosser avec des gens. Et alors je les porte encore dans mon cœur et tout ce groupe-là, mais ça m'a aussi appris quelque chose dans le sens où bah, après cette expérience, ils ont tous plus ou moins arrêté de poster, etc. Et juste moi, j'ai jamais arrêté et bah, ça m'a changé la vie aujourd'hui. Donc ça a été un petit peu la première fois que j'ai eu cette leçon. Ok, sur les réseaux, tu peux galérer pendant des années, mais si tu t'arrêtes pas, t'as jamais perdu. Donc ça, c'était un petit peu la première anecdote, expérience. C'était participer à Incroyable Talent, tout simplement. Je trouve ça un peu stylé, tu vois, à 18 Ouais. piges. Le plus stylé, c'est que mes parents ne savaient pas ça. Petite anecdote. Je crois que j'en ai jamais Ok. parlé de ça. Parce Genre, que, t'es parti, c'est quoi, c'est sur Paris, un truc comme ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, Ok. Putain. mes parents, ils savaient pas, puisque bah, c'était de la vape. Je voulais pas Ouais. dire à mes parents que je fumais, tu vois. Encore moins, je Ok. faisais des vidéos sur Internet en faisant ça. Donc, dis-toi, j'étais en prépa à ce moment-là, donc en classe préparatoire. Donc, j'avais des DS, des devoirs surveillés le samedi matin, de 4 heures. C'était samedi, bah, c'était le samedi, hein, tout simplement, quand qu'on tournait l'émission à Ruelle Malmaison, un truc comme ça. Euh, je fais mon DS, j'arrive en retard. Donc je suis pas dans le. Tu vois, au début, tu as une petite présentation des groupes, etc., dans les loges. Bah, je suis pas là, moi. Moi, je suis juste sur Ouais. scène, tu vois. Donc, ouais, Ah oui, ok. mes parents savaient pas. Mais et ouais, c'est ça, hein. C'est à Paris, tu vas à Paris, tu découvres un petit peu, tu te dis waouh, c'est ouf, tu rencontres les gens, tu rencontres les autres talents, c'est
je sais pas, surtout à cet âge-là, tu te dis, waouh, ok, tu sais, t'as un petit peu la vie d'artiste, tu te dis, ah, ok, putain, M6, ils m'ont payé l'appart et tout, c'est exceptionnel, t'es là avec Eric Antoine en face de toi. Et je pense que le plus gros flex, c'est que j'avais jamais regardé une seule émission d'Incroyable Ouais. Talent avant d'y participer, tu vois, c'était marrant. C'est sûr que c'est eux qui te viennent vers toi, quoi. Je pensais que c'était les gens qui disaient, ouais, j'ai un talent de fou, prenez-moi à pied. Bah, je crois que tu peux faire les deux façons, mais tu as des Ouais. personnes ouais, qui s'occupent d'aller chercher du talent, ou enfin, des gens pour passer tout simplement. Donc Ouais. bon, par contre, nous on est passé juste une fois, hein, on a eu deux oui, deux non, donc il faut trois oui pour passer à la suite. Et Ok. la deuxième anecdote, c'est un petit peu plus récent, ça doit faire un an à peu près, un truc comme ça. C'était donc cette fois-ci plus en rapport avec la vape, mais avec les montres, du coup, avec ma chaîne d'horlogerie. Un jour, je reçois un message je portais une Hamilton assez fréquemment dans mes vidéos, tu vois, à mon poignet. Et un jour, je reçois un message d'une femme de chez Hamilton qui me dit Salut Paul, franchement, ton contenu, il est stylé. Est-ce que ça te chauffe de venir faire un baptême de voltige avec Alban Ivanov, donc un champion du monde de voltige? Ben, je lui dis bah ouais, vas-y, let's go. Moi, je viens, tu vois, ils m'ont rien demandé en retour. J'ai quand même fait un vlog parce que pour me rappeler de cet événement qui est incroyable. Mais du coup, ouais, j'étais invité à faire un baptême de voltige. J'étais à Chartres, donc à l'aérodrome de Chartres. T'as un avion de voltige, t'as Alban et Villeneuve, et tu vois des autres mecs. D'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer aussi les gros noms un petit peu de l'horlogerie. Il y avait Franck Sensé, des gens comme ça qui passaient juste avant moi. Et donc, ouais, tu vas dans l'avion. Ça faisait des années que j'avais pas pris l'avion. Il te met un parachute. Il te demande, t'as déjà sauté en parachute? Je dis non. Il me dit, bah écoute, s'il faudra le faire, bah juste tu le fais, tu verras bien. Ok, m'en dis pas plus. En plus, c'est un avion, c'est en tandem, donc on est deux. Et toi, t'es devant, c'est bizarre, mais le pilote est Ouais. derrière. Mais toi aussi, t'as un manche, donc tu décolles. Il commence à faire deux, trois petits trucs, une petite vrille à gauche, un truc comme ça. Tu te dis, waouh, je vais faire un malaise. Tu sais, tu vois plus Ouais. rien, tu prends des jets. Et à un moment, il me dit, bon, on va faire une boucle. J'ai la vidéo, ça, c'est marrant. Il me dit, on va faire une boucle. Je dis, c'est quoi une boucle? Un looping. Il dit, tu vas faire un looping, prends le manche. J'ai fait, oh, quoi? Et du coup, il dit, vas-y, bah, tire comme ça, tire sur le manche, fais un looping, tire fort au début, ensuite doucement, ensuite plus fort. Il me dit, ok, bah, c'était bien, refais un looping. Tu vois, mais c'est incroyable, tu vois. Et après, on atterrit, et je me dis, ok, c'est improbable que ça arrive dans ma vie, que j'ai l'opportunité de moi faire un looping, déjà être dans un avion qui fait des loopings, des figures dans tous les sens avec un champion du monde, c'est improbable. Que moi, il me laisse faire des loopings, c'est encore plus improbable. Il a la connexion avec cette personne qui était super gentille, Alban Ivanov, qui est super passionné, qui te parle de ça. Je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il n'y a vraiment pas que le financier, et c'est trop bien, ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu pars seul à Chartres avec des gens, pour quelqu'un qui est super introverti et timide comme moi à la base, c'est un petit peu un challenge, et tu vas et au final bah tu kiffes et c'est exceptionnel comme expérience à vivre, et ça c'est vraiment grâce à la bonne personne qui a vu la bonne vidéo sur YouTube, tout simplement. C'était pas en devenant viral, c'était pas en étant le top leader, enfin le top marché horlogerie, etc. Non, c'est juste la bonne personne qui a vu la bonne vidéo et qui m'a fait vivre une expérience. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc Incroyable. voilà pour les deux petites anecdotes, les plus importantes en tout cas de ce qui m'est arrivé hors du financier, Ouais. grâce à YouTube, quoi. Ok. Donc là, si quelqu'un nous écoute, lance sa chaîne YouTube, crée des contenus, mec, ça peut t'apporter des expériences de fou. Et même dans un aspect pur business, c'est très très intéressant. C'est ça, il y a pas que le côté business, tu vois. J'aime aussi énormément le côté création de contenu, et juste, pas tout le monde en vrai n'est fait pour entreprendre, pour truc, mais par contre tout le monde a une vie intéressante, plus ou moins évidemment, mais tout le monde a une vie intéressante, et tout le monde devrait, à mon sens, ça, pas tout le monde, mais créer du contenu même autour de ton métier. Tout à l'heure, je scrollais encore sur YouTube. Je suis tombé sur une vidéo qui avait 2 millions de vues, 1,6 million de vues. C'est un POV de 26 minutes d'un mec qui a une GoPro ici et qui fait des cocktails. C'est-à-dire que le mec, il est au travail, il a fait 1,6 million de vues. En faisant son travail, il a dû toucher 3 fois son salaire en monétisation YouTube
en faisant son travail, il a rien changé. Il parle pas à la caméra, c'est un immersif. Pareil, il y a des gens qui font des vidéos, ils sont, bon, certes, ils ont des belles voitures, mais je sais pas, il est dans sa voiture et il roule pendant 20 minutes dans des routes de montagne en GT3 RS et il parle pas et ça fait des millions de vues. Donc peu importe en vrai ce que tu fais aujourd'hui, partage-le. Et tu vas vraiment tomber amoureux de cette création de contenu. Peu importe la passion que tu as, que ça soit la vape, tu sais, c'est trop bizarre, que ce soit les montres, que ce soit le Scrabble, les échecs, peu importe quelle passion tu as, lance-toi sur YouTube. Incroyable. Ça va t'apporter des choses. Tu peux même pas t'y attendre. Tu peux même pas t'y attendre. J'ai d'autres anecdotes, c'est vrai. Rapidement, j'avais fait une vidéo sur les Secomodes. Donc, mais les Secomodes, un petit peu, on va pas rentrer dans les détails, mais un petit peu, pas du tout authentique au final, où ils prenaient juste le design de Rolex, etc. Et Ouais. j'ai fait une vidéo de 10 minutes où je donne mon avis là-dessus et j'explique pourquoi c'est pas bon et pourquoi c'est de la contrefaçon. Et j'ai sorti la vidéo. 1 heure après, je reçois un mail d'une boîte qui faisait des Secomodes qui me dit supprime ta vidéo mec, tu utilises nos images dedans. Mais bon, ok, je l'ai supprimé, je fais ok, pas de souci, mais au final le mec là, enfin c'est un entrepreneur super intéressant qui connaît énormément de monde, qui est très influent dans certains domaines, et au final tu vois, on a discuté, on a parlé de plein d'autres choses, et j'ai créé une connexion avec lui. Et au final, tu vois, il avait d'autres business aussi dans l'horlogerie. Euh, Ça a été des opportunités de partenariat, autre chose comme ça. Donc des fois, tu sais même pas, en fait. Ça peut partir de quelque chose de mauvais, de ah merde, ok, il me fait un peu chier, il me demande de supprimer ça. Mais au final, si tu discutes un peu avec la personne, tu sais même pas ce qui peut arriver derrière. Donc c'est trop important. Qui regarde ta vidéo plutôt que combien de personnes regardent ta vidéo? Très beau mot de la fin. Bah écoute, si t'as autre chose à dire, je te laisse le mot, mais en tout cas, c'est très très intéressant pour moi et j'espère que pour les gens qui nous ont regardé jusque-là aussi, je pense, franchement, il y a beaucoup de choses à tirer de tout ça, que ce soit purement des conseils techniques ou même de ton expérience à toi. C'est une expérience qui est très intéressante et de laquelle moi je vais tirer des leçons. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire, peu importe, sur Insta, etc. Allez checker la chaîne YouTube. Et le plus important, ce que vous devez faire là, maintenant, tout de suite, c'est vous abonner à la chaîne de Clovis. Donnez votre avis en commentaire, lâchez un petit pouce bleu, partagez ça avec vos potes qui ont envie ou pas envie de se lancer sur YouTube, qui ont des vies passionnantes, mais qui hésitent à se lancer sur YouTube. Envoyez-leur le podcast et suivez ce que fait Clovis, c'est super cool. Et on se retrouve, peu importe, que ce soit en DM, sur la chaîne de Clovis, sur ma chaîne, partout, en vous souhaitant une très bonne journée si vous regardez ça la journée, une très bonne soirée si vous regardez ça la soirée, et faites du contenu.